Eh oui, 2017, c'est terminé. Mais faut pas être nostalgique, faut pas regarder vers le passé. 2018, ça s'annonce vachement bien. Jurassic World 2, Avengers Infinity War, The Predator. Et ouais, Alain Dain 2 aussi. Ouais. Chacun son truc. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ce bilan, les tops et les flops de l'année 2017 au cinéma et à la télé, cette dernière vidéo de l'année. Et ça a été une année très particulière. On a vu l'avènement de divers supports comme Netflix qui au niveau des séries télé originales ont vraiment explosé. Amazon qui va commencer aussi à prendre de l'ampleur. Et puis le cinéma que j'ai continué sur ma chaîne. Et chose assez paradoxale, c'est l'année où je suis allé voir le plus de films au cinéma. C'est l'année où j'ai fait le plus de critiques, un peu plus d'une quarantaine je crois sur l'année. Et c'est aussi l'année où j'ai été un petit peu le moins enthousiaste, où j'ai le moins vibré, j'ai l'impression. À chaque sortie de séance, j'ai eu pas mal de déceptions. J'ai vu des films que j'aurais jamais voulu voir. Mais j'ai aussi eu des bonnes surprises. Et au lieu de vous faire un top 10, un flop 10, comme beaucoup déjà le font sur YouTube et comme beaucoup le font très bien, je vais vous faire une sorte d'Oscar. On va se mettre en mode un petit peu Award, en vous donnant à mes yeux qui a été le meilleur acteur, la meilleure actrice, la plus grosse déception, le pire film, la meilleure bande son de cette année 2017 au cinéma. Un bilan cinéma et série. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec la meilleure bande son de cette année 2017 comme première récompense et vous allez voir que là, c'était pas compliqué à choisir quoi. Bon, si ça vous a pas encore convaincu, j'avoue que je sais pas vraiment quoi tenter d'autre, puisque Baby Driver réussit l'exploit de ne pas seulement avoir une BO de prestige, mais de se façonner comme une odyssée musicale. Le film gravite, se scénarise et prend vie par sa bande-son, presque personnage central du récit, ou du moins continuité du héros et de ses aventures. James Brown, Ennio Morricone, les Peach Boys, Dr. Dre, Queen, Barry White, il y en a vraiment pour tous les goûts, et les choix d'Edgar Wright, le réal, ne passent pas inaperçus. Faisant d'une grande partie de ses scènes des moments cultes, la BO de ce long métrage est un pari risqué, certes, un clip de presque 2 heures, mais qui montre pourquoi la musique demeure aujourd'hui symbole d'un film réussi. Et quand on sait que Wright l'utilise au sein même de son film sans jamais provoquer la moindre lassitude, c'est encore plus fort. C'est simple, sans musique, pas de Baby, sans Baby, pas de film. Et c'est aussi bon que ça. Pour cette deuxième récompense, ces deuxième nomination de la meilleure surprise, voilà la surprise de l'année, c'était beaucoup plus compliqué, c'était peut-être même la catégorie la plus compliquée parce que j'ai eu énormément quand même de bonnes surprises cette année. Des surprises qui ne sont pas forcément au cinéma, comme Pet par exemple, ou Men Down. Et puis d'autres films auxquels je n'attendais franchement pas grand chose, comme Shot Caller, comme The Jane Doe Identity, comme The Wall avec John Cena, que je ne pensais pas du tout apprécier comme je l'ai fait. Et pourtant, de toutes ces bonnes surprises, il y en a un qui s'est hissé vraiment en haut, que je n'attendais pas du tout. Et justement, il m'a fait du bien parce que j'attendais ce genre de film sur autre chose et c'est lui qui me l'a donné. C'est vraiment con à dire mais là il fait l'alien que j'attendais cette année. Plus flippant, plus oppressant, plus malsain. Le dernier Jake Gyllenhaal en date a tous les ingrédients d'une bonne surprise de SF. Une ambiance en huis clos forte en intensité, des acteurs piégés et sans espoir à l'image aussi de Ryan Reynolds, une montée en puissance crescendo, une créature intelligente, vicieuse, un final complètement dingue. Life n'invente rien, c'est sûr, mais parvient à bluffer et provoquer un petit quelque chose au spectateur. Sans tomber dans l'ardite ou un happy ending malvenu, Life parviendra à jouer avec vos nerfs car il demeure difficile à cerner et particulièrement bien rythmé. Et si pour certains vous vous rappellerez au bon souvenir du premier Alien, dont le film reste un bel hommage, les autres verront une excellente œuvre de science-fiction réaliste et bordel, ça fait un bien fou. Ah oui, et la créature est vraiment ignoble, ça aide bien. On continue avec la meilleure série puisque cette année sur ma chaîne, il y a eu beaucoup plus de séries qui ont été analysées en plus de Walking Dead. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai un petit coup de chaud, je sais pas pourquoi, je sens que j'ai un petit truc. Bon oui là effectivement je vais être assez rapide puisque le Punisher et Jon Bernthal sur ma chaîne, vous en avez déjà entendu parler environ 42 fois et encore je vois le truc à la baisse. Alors je saurais que vous conseiller cette série pour deux raisons. Une action maîtrisée qui n'empêche pas un réel parti pris sur des enjeux phares de notre époque. Le terrorisme, la place du trauma post-guerre, la place des soldats américains dans la société actuelle, et le tout dans une sorte de violente poésie impeccable où Jon Bernthal récite ses plus belles gammes. Puissant mais aussi sensible et dévoilant toute une palette de jeux que l'on ne lui connaissait pas, Bernthal ne joue pas le Punisher, il l'incarne complètement. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, Frank Castle symbolise presque la carrière de son acteur. Un mélange de tendresse et de brutalité qui fait de cette série quelque chose de profond,
d'Atypique. Et peut-être aujourd'hui la meilleure adaptation Marvel de Netflix. Ah oui, non mais je te l'avais dit, hein, moi tout ce qui est John Bernthal, je sponsorise quoi. Et maintenant qu'on a réussi à faire 3 sujets très sympas, l'heure est... on va redescendre un petit peu d'un level. Parce que c'est la pire déception, enfin c'est la plus grosse déception de cette année. J'en ai eu quelques-unes, Bright notamment, mais Bright je voulais pas le mettre comme ma plus grosse déception, parce que déjà il y aura des suites et j'attends de voir ce que ça va donner, et parce que le film avait un tel univers, un tel potentiel, qu'avec le recul je peux pas me dire que c'est un mauvais film. Pour moi c'était pas bien parce que j'en attendais énormément, mais c'est pas ma plus grosse déception parce qu'il y a un film cette année que j'attendais plus que tout, et malheureusement, je préfère le dire tout de suite, j'ai pas détesté Alien. Tout comme Prometheus, Covenant reste une magnifique aventure de science-fiction, à l'univers saisissant et au décor d'une beauté époustouflante, variée et originale. Et je dois bien le reconnaître, la première partie du film, jusqu'à l'éclosion des néomorphes, est un véritable régal. Pas exempt de défauts, certes, mais tout à fait à l'image de la saga. Et puis arrive un homme, et là, c'est le drame. Follow me! Parce que pour moi, l'arrivée de David correspond presque à la fin du bon film qu'aurait pu être Alien Covenant. Si l'idée de l'origine des xénomorphes est louable, Ridley Scott n'est plus capable de rendre hommage à ce qu'il a pourtant inventé. Climat sans aucune saveur, personnages insipides et loin des Ripley et compagnie, scènes n'ayant absolument pas leur place dans cet univers, finale ultra convenue et surtout, des aliens en CGI complet sans aucun effort pour les rendre réels et aussi dangereux qu'à l'origine. Alors erreur de parcours ou de communication, la réponse est vôtre. Mais Ridley, il est temps qu'on te relève. Mais vraiment. Le pire film. Alors là, il faut que je sois objectif. Pour moi, le pire film de l'année au cinéma, c'est les Power Rangers, qui ne disposent de rien de vraiment intéressant. Donc si je devais être objectif, et ça a été le cas, hein, Power Rangers, c'était dur à détrôner quand même. J'aurais mis Power Rangers comme l'un des pires films de l'année. Mais est arrivé un film en décembre. C'était la première fois que je ressortais vraiment vénère d'une séance. Et pourtant, j'ai essayé. Non, j'ai essayé de pardonner à Jumanji et comprendre son changement de direction, mais non, je suis désolé. Au final, quand tu veux faire marrer avec des blagues de collégiens douteux et que tu décides de prendre Le Rock et Kevin Hart comme personnages principaux, eh bah tu fais une comédie, t'appelles pas ça Jumanji. Oh mon Dieu! Comment tu peux faire ça? Alors voilà pourquoi c'est le pire film de l'année, pour moi en tout cas en 2017. Jake Kasdan doit assumer ses conneries parce que faire une suite aussi insipide et d'un tel manque de respect à l'un des plus grands films d'aventure aussi drôle que flippant, car non, Jumanji ne faisait pas que rire, c'est une honte. Dans le meilleur des cas, il a juste rien compris à l'œuvre originale, ce qui est tout à fait possible, hein. Et au pire, il a repris la licence en sachant que ça ferait plus de bruit qu'un film lambda. Alors t'as décidé de l'appeler Jumanji, maintenant t'en prends les conséquences. C'est un film d'aventure teenage que t'as fait, et ça s'arrête là. C'est la loi de la jungle, Sarah. Tu t'y feras. La meilleure actrice maintenant. Il y avait Noomi Rapace dans Seven Sisters qui réussissait une sacrée prestation au cinéma, mais l'actrice dont je vais vous parler maintenant a vraiment volé au-dessus du soleil pour une prestation exceptionnelle où elle porte vraiment le film, où elle tient le film. Un film qui sera, à mon avis, pour moi, un chef-d'œuvre dans quelques années. Je l'ai vu une fois, c'est très bien parce que c'est un film. T'es pas bien après quand tu sors. Ça a été un des moments pour moi de cette année 2017. Je le verrai une fois et je le laisse ensuite. C'est excellent, mais non, ça va une fois, c'est bien. Pas un seul plan du film n'est sans Jennifer Lawrence à l'écran. Pas un seul. Et rien que pour ça, pour cette capacité à porter le film comme elle le fait pendant plus de 2 heures, dans une ambiance et des conditions de tournage extrêmes, je peux que lui tirer mon chapeau. Jennifer Lawrence, c'est un peu le regard du spectateur tout au long d'un récit où elle semble aussi perdue que nous. Le réalisateur de Black Swan s'amusant à jouer avec nos nerfs et notre humanité avec force et audace. Le tout personnifié par une Lawrence méconnaissable et coupée entre son amour passionné pour Javier Bardem et son incapacité à gérer des situations folles. Oui, ce film dérange, fascine et peut impressionner le spectateur. Oui, je peux comprendre l'engouement aussi bien positif que négatif d'un film qui sera dans quelques années reconnu comme un chef-d'œuvre malsain. Mais il est à voir ne serait-ce qu'une fois pour se rendre compte que Jennifer Lawrence est une de ces actrices caméléons, capable de tout jouer dans la joie, la peine et ici la douleur. C'était juste remarquable. Le meilleur acteur, là aussi, tout comme Jennifer Lawrence, ça a été un choix vraiment simple parce que pour moi il incarnait vraiment une performance d'acteur sensationnelle cette année au cinéma, mais je voudrais quand même donner une petite mention spéciale à Shia LaBeouf. Vous savez que j'aime beaucoup cet acteur Shia LaBeouf, et dans son film Men Down qui a fait pas moins de une entrée en Angleterre parce que le film a eu une exploitation dégueulasse, il est sorti vraiment dans un silence quasi religieux. Shia LaBeouf interprète probablement son plus grand rôle au cinéma, et si vous avez l'occasion de voir ce film, vous changerez d'avis sur Shia LaBeouf pour tous ceux qui ne l'aiment pas beaucoup. Le problème, c'est que cette année, il est rentré en concurrence avec un mec qui dans son film a 24 personnalités. Alors oui, évidemment, Shia, je suis désolé, mais bon,
On pensait M. Night Shyamalan contraint de se perdre dans son propre cinéma, et c'est pourtant avec Split, en début d'année, que le maître de l'horreur est revenu d'entre les morts. Et au-delà d'un film maîtrisé au twist final monstrueux, la performance de James McAvoy est sûrement la meilleure de sa carrière depuis Le Dernier Roi d'Écosse. Sombre, angoissant, l'acteur se hisse dans la peau non pas d'un mais de 24 cinglés en l'espace d'un film, et rien que ça, c'est une prouesse. Hein. Après, il faut aussi reconnaître qu'il parvient à transmettre énormément d'émotions au spectateur. Épuisé par un tournage complètement fou, McAvoy nous offre pourtant de la peur, de la compassion, de la tendresse par moments, et une capacité à retourner le cerveau du spectateur par sa simple maîtrise de l'univers de Shyamalan. Ce qui n'est pas chose facile. Clairement la plus originale et immersive prestation de l'année, symbole que McAvoy mérite aujourd'hui amplement son statut d'acteur phare, mais de l'ombre, à la hauteur d'un Norman Bates dont la folie n'a d'égal que sa démesure psychologique. Vivement la suite avec Dieu le Père, Bruce Willis. Et enfin, la catégorie que vous attendez tous, le meilleur film, le Saint Graal. Quel film m'a laissé la plus grosse impression cette année? C'est pas du tout un blockbuster, loin de là, vous êtes peut-être très peu à l'avoir vu, mais c'est pour moi le film le plus audacieux et le meilleur de cette année. Alors c'était la question à $1 million et j'ai choisi Détroit, un film passé inaperçu mais que j'ai adoré en fin de séance, bol d'air d'une année décevante au cinéma. Pour son 10e film, Catherine Bigelow nous emmène dans une histoire vraie glaciale dans la ville de Détroit où culture black, racisme, musique et révolte se mélangent pour une reconstitution parfaite d'un des moments de l'histoire américaine. Subtile et à la réalisation parfaite, Bigelow utilise son casting 5 étoiles, John Boyega en tête, pour restituer plusieurs points de vue, ne faisant jamais l'erreur de prendre parti, ce qui était pourtant le plus risqué au vu du thème. Toujours juste et puissante, elle laisse ses acteurs épouser leurs rôles respectifs et nous laisser le souffle coupé, où l'on devine son amour pour les sujets durs et audacieux. Pour moi, c'est le film le plus fort émotionnellement si on se retrouve dans cet univers black et pourtant triste où l'on apprend autant qu'on vibre. Bravo Catherine. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur mon année 2017 au cinéma, une année qui a été en demi-teinte, mais où j'ai réussi à prendre mon pied quand même au cinéma, beaucoup plus dans la série télé. Et en termes de YouTube, je voulais vous remercier, vous souhaiter une excellente année 2018 pour tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui la regarderont ensuite à partir du 1er janvier, parce qu'on va atteindre bientôt 25 000 abonnés et que moi cette année, au mois de juillet, j'étais à 3000, j'ai eu une expansion grâce à ma vidéo de Shane Walking Dead, en plus un personnage que j'adore et qui a donné un petit peu ma marque de fabrique sur YouTube ensuite, mais j'ai réussi à continuer à intéresser des milliers de personnes au final et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis content, j'ai la pression pour 2018 pour revenir encore plus fort. J'ai fait des collaborations avec des gens que j'adore, le critique masqué, Reg, le gardien du cinéma avec qui j'ai envie de faire quelque chose bientôt, Cora, Shiv, les fanatiques, Jack, Valentin Breuret avec qui j'ai fait Alien, j'en oublie peut-être, Morgane et son ciné. Merci d'avoir été là pour me donner cette motivation, merci d'avoir été là pour me donner envie de continuer parce que c'est aussi toutes ces collaborations et toute cette famille autour de YouTube finalement qui me permet de continuer aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de votre année, qui pour vous a été le meilleur acteur, la meilleure actrice, le film de l'année, et qui pour vous a été le Power Rangers de l'année, pardon, le Jumanji de l'année 2017, et on se retrouve le 2 janvier. On perd pas les bonnes habitudes.